Alors, bonjour à tous, bonjour chers congressistes. Je suis très heureux de prendre part à ce premier congrès de l'Association des jeunes cardiologues d'Afrique. Je suis Adon Hugues Dioma, médecin cardiologue à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. J'ai l'honneur de vous présenter la conduite à tenir devant un arrêt cardiaque. Alors, c'est un thème très intéressant, un thème d'actualité, un thème d'urgence que je veux qu'on aborde à travers le plan suivant. Après un propos introductif où nous définirons et verrons quelques notions d'épidémiologie concernant l'arrêt cardiaque, nous verrons dans un deuxième chapitre le diagnostic, d'abord positif et étiologique. Ensuite, la prise en charge proprement dite de l'arrêt cardiaque qui constitue un point clé de notre présentation. Et enfin, nous ferons une conclusion. Alors, en introduction, nous pourrons dire que l'arrêt cardio-respiratoire ou arrêt cardiaque est l'aboutissement final de tout décès. Donc, toutes les pathologies qui vont entraîner un décès vont entraîner d'abord un arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque peut survenir de façon brutale, sans cause, on parle alors de mort subite. On pourra donc définir l'arrêt cardiaque ou l'arrêt cardio-respiratoire par l'interruption brutale de la circulation et de la ventilation spontanée, secondaire à l'arrêt ou à l'inefficacité d'une contractilité myocardique. Donc, on retient arrêt de la circulation, arrêt de la ventilation. Alors, concernant l'épidémiologie, il faut savoir que c'est l'arrêt cardiaque est fréquent et sous-estimé dans notre contexte. Aux États-Unis, on retrouve 73 cas d'arrêt cardiaque pour 100 000 habitants. En France, 40 000 arrêts cardiaques ont été enregistrés par an, avec 80% de ces arrêts cardiaques-là qui surviennent donc en extra-hospitalier, c'est-à-dire dans les grandes surfaces, par exemple. En Afrique, les chiffres sont vraiment plus bas. Au Cameroun, on a 31 cas pour 100 000 habitants. En Côte d'Ivoire, 85 cas par an et environ un cas d'arrêt cardiaque pour 200 000 habitants. Ça montre un peu hein, le niveau bas, donc probablement sous-estimé. Par ailleurs, il faut savoir que la survie à l'hôpital, à la sortie d'hôpital, est de seulement 8 à 10% de tous les arrêts cardiaques. Cela prouve un peu donc la gravité des pathologies sous-jacentes. Alors, qu'en est-il du diagnostic? Le diagnostic est essentiellement clinique. L'arrêt cardiaque sera affirmé devant un patient qui va présenter un trouble de la vigilance ou un coma, un fléchissement de l'état de conscience. Et à la clinique, on va retrouver une disparition des pouls carotidiens infémoraux et une absence de mouvement ventilatoire qui pourront être souvent remplacés par un gasping. Donc, trouble de la conscience, absence de pouls carotidien éphémoral et enfin absence de mouvement ventilatoire. Le diagnostic positif étant posé, on peut donc s'interroger sur l'étiologie de ces arrêts cardiaques qui sont dominés par les causes cardiaques, notamment les causes coronariennes, l'infarctus du myocarde et les syndromes coronariens aigus, avec en corollaire les troubles du rythme qui compliquent ce tableau, les troubles de la conduction, la dysplasie arythmogène du ventricule droit, les tamponnades cardiaques et les embolies pulmonaires graves. À côté de ces causes cardiaques, on a les états de choc. Tout état de choc, septique, hypovolémique, tous ces états de choc vont aboutir à un arrêt cardiaque. On a également les causes médicamenteuses, notamment les antiarythmiques, les digitaliques. Aussi, on a les causes métaboliques, l'hypercalémie, l'hypocalcémie et l'acidose. À côté de ces causes fréquentes, on a d'autres causes moins fréquentes, notamment les fausses routes chez les enfants, l'état de mal asthmatique, l'inhalation de liquide gastrique et également l'overdose dans la toxicomanie. Qu'en est-il de la prise en charge proprement dite de l'arrêt cardiaque? Il faut avoir à l'idée qu'il s'agit d'une urgence cardiovasculaire, une urgence extrême.
qui relève de deux situations. Devant un arrêt cardiaque, il faut se poser la question de savoir, le rythme initial est-il choquable ou non? Le rythme initial, c'est le rythme qu'on va découvrir lorsqu'on va poser un appareil capable de déterminer le rythme cardiaque. C'est ça le rythme initial. Est-il choquable ou non? Il est choquable lorsqu'on va retrouver une tachycardie ventriculaire sans pouls ou une fibrillation ventriculaire. Et il représente dans ce cas 20 à 30% des cas. Et sa prise en charge repose sur la défibrillation. À l'opposé, on a le rythme initial non choquable, c'est-à-dire la systolie, la dissociation électromécanique, le rythme sans pouls, les blocs auriculo-ventriculaires de haut degré, qui représentent, quant à eux, 70 à 80% des cas pour lesquels la défibrillation est inefficace et n'est pas recommandée. À côté de ces deux situations, il faut savoir que la prise en charge de l'arrêt cardiaque est d'abord préhospitalière, représentée par la chaîne de suivi, et ensuite hospitalière. Concernant la prise en charge préhospitalière, c'est-à-dire la chaîne de suivi, elle est constituée de 4 maillons que sont l'alerte précoce, le massage cardiaque, la défibrillation selon le rythme et enfin la réanimation spécialisée. Donc, on va voir à présent les différents maillons de cette chaîne. Premièrement, l'alerte précoce qui repose sur la reconnaissance de l'arrêt cardiaque. On l'a dit plus haut, c'est un patient inconscient qui ne respire pas avec qui ne respire pas ou avec des mouvements respiratoires anormaux et chez qui nous avons remarqué une absence de pouls. Un tel patient doit être considéré comme en arrêt cardiaque jusqu'à preuve du contraire. À cet effet, le témoin ou les témoins qui l'ont aperçu doivent immédiatement alerter les services d'urgence. En Côte d'Ivoire, il s'agit donc d'appeler le SAMU à travers le numéro vert le 185, mais également, on pourra joindre le groupement sapeurs-pompiers militaires à travers le numéro 180. À côté, on pourra également joindre les centres avoisinants, les centres périphériques, ou joindre les centres de référence, notamment l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Après cette alerte précoce, il faut immédiatement débuter le massage cardiaque. Le massage cardiaque qui constitue la pierre angulaire de la réanimation cardio-pulmonaire. Il doit être débuté le plus précocement possible afin de réduire le délai de no-flow. Le délai de no-flow qui est le temps qui s'écoule entre la survenue de l'arrêt cardiaque et le début de la réanimation cardio-pulmonaire. Plus ce temps est court, plus le pronostic est bon. D'où l'intérêt de débuter très précocement le massage cardiaque externe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce massage cardiaque externe également doit avoir certaines caractéristiques pour être efficace. Il doit être réalisé sur un plan dur. Les compressions thoraciques doivent être effectuées sur le sternum à raison de 100 à 120 compressions par minute. Et on doit effectuer des dépressions thoraciques de 5 à 6 cm. Il est recommandé de se relayer les uns après les autres afin de réduire le temps dans lequel le massage sera pas réalisé. Il est également recommandé un rythme de 30 compressions pour 2 insufflations en cas de ventilation associée. Après le massage cardiaque vient la défibrillation. La défibrillation a montré son efficacité dans le traitement de l'arrêt cardiaque en rapport avec un rythme initial choquable. Tout à l'heure, nous l'avons vu, le rythme initial choquable, il s'agit donc de la tachycardie ventriculaire sans pouls et de la fibrillation ventriculaire. Lorsque la défibrillation est appliquée dans les premières minutes, on a une augmentation du taux de suivi de plus de 50%, d'où l'intérêt de mettre tout en place pour débuter la défibrillation le plus tôt possible. Raison pour laquelle aujourd'hui, il existe dans la grande surface des dispositifs automatiques qui permettent donc d'identifier le rythme en cas d'arrêt cardiaque et d'administrer des chocs automatiques. Ces appareils-là sont réglés
de sorte à débuter le choc, la défibrillation à hauteur de 150 joules et d'augmenter progressivement d'intensité selon le besoin de refaire une défibrillation. Enfin, le dernier maillon de la chaîne, il s'agit donc de la réanimation spécialisée, le plus souvent qui se fait avec les services d'urgence qui ont été contactés lors du premier maillon. Alors, il s'agira donc de prendre une voie veineuse à ces patients pour un remplissage vasculaire, de réaliser au besoin une intubation et de reprendre la défibrillation s'il le faut. Il faut signaler que toutes ces interventions doivent s'accompagner d'une interruption du massage cardiaque la plus brève possible. On pourrait également utiliser des dispositifs automatiques pour remplacer les témoins dans le massage cardiaque externe. Tout ceci pour faciliter des compressions thoraciques prolongées. Par ailleurs, la réanimation spécialisée va consister à l'administration de molécules, notamment l'adrénaline et l'amiodarone, pour la prise en charge des troubles du rythme que nous allons découvrir. On pourra plus loin poser l'indication de l'assistance extracorporelle, notamment l'ECMO dans l'arrêt cardiaque réfractaire. Alors, il faut savoir que l'arrêt cardiaque réfractaire est défini comme réfractaire lorsque on aura une absence d'activité électrophysiologique après une réanimation bien conduite au bout de 20 minutes. Les définitions ont changé, c'était 30 minutes, maintenant c'est 20 minutes. Et la chaîne de suivi vient la prise en charge hospitalière. Il faut savoir que la chaîne de suivi permet un retour à une activité circulatoire spontanée et l'admission du patient à l'hôpital dans 30 à 40% des cas. Il s'agit donc d'un continuum dans la prise en charge du patient. Cependant, la prise en charge hospitalière sera plus diagnostique dans la réalisation de l'électrocardiogramme afin de mettre en évidence un infarctus du myocarde, par exemple, la réalisation de la coronarographie pour la prise en charge de l'infarctus du myocarde du syndrome coronarien, la réalisation de l'angioscanner thoracique pour le diagnostic et la prise en charge des embolies pulmonaires graves et enfin la réalisation du scanner cérébral en cas de suspicion d'accident vasculaire cérébral. Cette prise en charge hospitalière va consister également à rétablir l'hémodynamique cardiaque par la prise de voie veineuse, l'administration des solutés de remplissage, mais également par la neuroprotection et surtout par l'évaluation du pronostic. En pratique, en pratique, il est recommandé cet algorithme de l'American Heart Association qui nous dit de débuter la réanimation cardio-pulmonaire par l'administration de l'oxygène et de fixer le moniteur de défibrillation pour identifier très rapidement le rythme et savoir s'il s'agit d'un rythme choquable ou non. S'il s'agit d'un rythme choquable, c'est-à-dire dans le cas de la fibrillation ventriculaire, de la tachycardie ventriculaire sans pouls, il conviendra donc d'administrer un choc le plus souvent à 150 joules et de reprendre la réanimation cardio-pulmonaire. 2 minutes après, réévaluer le rythme initial pour voir si le patient est toujours en rythme défibrillaire ou non. Si tel est le cas, nous allons passer de 150 joules à 200 joules et administrer le choc. Puis reprendre dans les brefs délais la réanimation cardio-pulmonaire avec l'administration d'adrénaline, d'envisager l'intubation et de réaliser la capnographie. Dans les suites, réévaluer à nouveau le rythme initial pour savoir si toujours le patient est ou toujours si le patient présente toujours un rythme choquable. Dans ce cas-ci, il faudra encore administrer un choc. Dans le cas contraire, c'est-à-dire un patient qui présente comme rythme initial une
asystolie, une dissociation électromécanique, donc un rythme non choquable, il est indiqué d'administrer de l'adrénaline dans les plus brefs délais et de procéder à la réanimation cardio-pulmonaire pendant 2 minutes. De prendre par la même occasion un accès veineux de bon calibre, d'administrer de l'adrénaline toutes les 3 à 5 minutes, d'envisager l'intubation et la capnographie. Ensuite, d'évaluer le rythme initial. Alors, cet algorithme-là sera poursuivi en boucle, mais il ne faut pas perdre en vue de déterminer ou de rechercher s'il est approprié de poursuivre la réanimation cardio-pulmonaire. Parce qu'au bout d'un certain temps, bien sûr, vont apparaître des critères de gravité ou des signes qui vont donc être de mauvais pronostics. Ainsi, quelles sont donc les décisions d'arrêt de la réanimation? Alors, on va arrêter la réanimation lorsqu'on va se présenter, parce qu'il va se présenter une asystolie persistante malgré 20 à 30 minutes de réanimation bien conduite, sauf en cas d'hypothermie, de contexte toxique ou de persistance d'une cause favorisante et curable, où il y a la possibilité d'un arrêt cardiaque réversible. On va décider d'arrêter la réanimation si, à la capnographie, on a le CO2 qui est inférieur à 10 mm de mercure après 20 minutes de réanimation cardio-pulmonaire bien conduite. Dans le cas d'une thrombolyse, la réanimation doit être poursuivie au moins 60 minutes avant d'être stoppée. 60 minutes, bien sûr, c'est le temps d'administration donc, des thrombolytiques. Alors, que retenons-nous en conclusion? Il faut donc retenir que l'arrêt cardiaque est une urgence extrême et l'issue favorable de cet arrêt cardiaque dépend d'une bonne chaîne de suivi. L'activation des services d'urgence est d'une importance capitale dans cette chaîne de suivi et le patient admis vivant à l'hôpital doit bénéficier d'une démarche étiologique large qui va aboutir sur une prise en charge personnalisée étiologique du malade pour éventuellement une bonne récupération du malade. Toutefois, le pronostic après un arrêt cardiaque demeure sombre. Voici ainsi présenté quelques mots sur la conduite à tenir au cours de l'arrêt cardiaque. Je vous remercie pour votre attention.